Donc bonjour à tous, merci d'être présents, absents, enfin présents subtilement et absents physiquement, mais c'est maintenant la règle. Donc merci d'être là pour la conférence qui va nous être faite par Denise Ben. Denise je vais le dire de cette façon-là, est la plus ancienne brahmine occidentale sur cette petite planète bleue. Et elle a donc une très 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 grande expérience en termes de méditation, de connaissances aussi, parce que elle a cette spécialité d'abord de parler français, donc vous allez vous en rendre compte très vite, et surtout d'avoir fait le pont entre les deux cultures, la culture occidentale et la culture indienne, puisqu'elle a passé beaucoup d'années à la fois en Inde, aux États-Unis, en Europe, donc elle a un très large panel de compréhension des différentes cultures, religions qu'elle a profondément étudiées aussi. Donc, forte de cette richesse, elle va nous parler aujourd'hui. Alors, j'ai perdu le titre, ça ne se fait pas. Hein, le raffinement de la conscience. Donc, c'est Christelle qui vient de me dire que c'est le titre, le raffinement de la conscience. Merci Denise. Excuse-moi d'avoir oublié ce titre. Donc, le raffinement de la conscience, elle va vous en parler pendant 1 heure. Et après la conférence, nous allons enchaîner directement sur la méditation internationale. Donc, cette méditation internationale qui est suivie par des centaines de milliers de yogis, et on sait très bien que le pouvoir de la pensée fait des miracles. Donc notre planète a vraiment beaucoup besoin de nos pensées pures, de nos pensées élevées, a besoin de beaucoup de positivité et de belles vibrations. Donc ça va être notre objectif, après la conférence de Denise, ça va être notre objectif d'arroser la planète de ce parfum spirituel dont tout le monde a besoin en ce moment, et cette réceptivité qu'il y a, parce que une forme d'isolement, et les âmes, les gens ont vraiment beaucoup besoin de ce que Denise va nous dire et de ce que nous on va pouvoir après transmettre dans le silence. Donc voilà, je vous laisse avec Denise et puis merci de votre attention. Donc là, vous êtes en direct du centre Orphila à Paris et Denise vous parle de Munich. Vous voyez, la magie de la technologie fait qu'on est tous ensemble tout en étant ailleurs. Une belle conférence. Merci. Enchantée. Merci beaucoup, Babette. Alors, aujourd'hui, raffinement de conscience. Je pense que la plupart des gens qui sont sur ce webinaire connaissent bien les bases, au moins les bases de la pratique de Raja Yoga, selon l'enseignement donné dans l'université spirituelle des Brahma Kumaris. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, je vais d'abord donner une sorte de définition de la conscience, parce qu'il y a beaucoup de définitions. Et la définition que j'utilise, c'est que la conscience, c'est l'âme, c'est la partie spirituelle de l'ensemble de l'être humain, le corps physique, et l'âme qui n'est pas physique. L'âme qui est une unité de conscience et qui est en ce moment assez faible. En général, les gens, les âmes dans leur corps sont en général spirituellement faibles. Et la faiblesse spirituelle se montre par une sorte de grossièreté, si on peut dire ce mot grossier à l'opposition du mot raffinement. Alors le raffinement de la conscience, c'est le raffinement de l'âme qui est devenue faible, qui est devenue grossier et matérialiste.
alors ce système, ce processus de raffinement de la conscience se fait à travers plusieurs exercices et de l'étude et de la pratique dans la vie quotidienne. Un signe de grossièreté, c'est l'arrogance, l'égoïsme et l'attitude basée dans la conscience du corps, c'est-à-dire le sentiment de l'identité plutôt grossier. Par exemple, si le corps est masculin, la conscience se prend pour un être masculin. Tandis que si le corps est féminin, la conscience s'identifie avec le corps féminin et se prend pour une personne féminine. Et quand la personne en conscience de corps féminine voit une personne dans un corps masculin, le prend pour un masculin, un être masculin. C'est-à-dire, la conscience grossière, c'est la conscience de genre, tandis que le raffinement de l'âme se présente par un changement, une transformation, c'est-à-dire on n'identifie pas la personne avec le corps qui se présente devant les yeux. C'est-à-dire, c'est un changement de perception. Quand nous percevons le corps, c'est-à-dire la conscience n'est pas raffinée. Quand nous percevons l'âme qui travaille, qui agit à travers le corps, ça c'est une perception plutôt raffinée. Et le travail, c'est de garder ce raffinement de conscience tout en percevant que la personne devant soi est un être qui n'a pas de genre, un être qui n'est pas un corps, mais qui utilise un corps physique pour agir, pour parler, pour ressentir tout ce qui se passe dans le monde physique. Ce raffinement est très, très subtil parce que notre perception physique nous montre le monde physique que nous prenons pour la réalité. Quand l'âme devient raffinée, quand la conscience devient de plus en plus raffinée, on voit clair qu'il y a finalement deux dimensions, l'un superposé sur l'autre. Quand le corps, quand la conscience est plutôt physique, grossier, à ce moment-là, on voit la dimension physique, mais on ne perçoit pas la dimension spirituelle. Avec le raffinement de la conscience, on voit les deux dimensions en même temps. Et on a la possibilité d'augmenter l'impression, la valeur d'une dimension plutôt que de l'autre. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de soi, on a cette possibilité d'augmenter ou de diminuer selon sa volonté. La pratique pour acquérir ce raffinement de conscience consiste en pratiquer surtout la conscience de soi, c'est-à-dire de travailler avec le soi afin d'augmenter le sentiment que je ne suis pas mon corps, je ne suis pas mon genre, je ne suis ni masculin ni féminin. J'agis à travers le corps masculin ou le corps féminin. Tout comme je ne suis pas mon genre,
je ne suis non plus la couleur de la peau. Par exemple, dans la conscience grossière, à ce moment-là, on est conscient de la race de la personne, de la couleur de la peau, le noir, le jaune, le brun, le blanc. Et nous habitons dans une culture où les gens, en général, sont très conscients du genre, de la race, de l'éducation, de la culture, de la langue, de la position, de la classe sociale. Tous ces aspects, nous prenons ces aspects pour l'identité de la personne. Et nous pensons que nous sommes très intelligents, très cultivés quand nous jugeons une personne selon ses attributs physiques. Mais en effet, c'est la conscience plutôt grossière. Et en raffinant la conscience, on voudrait voir l'être. Mais pour voir l'être, on utilise un autre organe de perception, ce qu'on appelle le troisième œil. Les deux yeux nous montrent tout ce qui est visible physiquement. Mais il y a aussi l'œil intérieur, l'œil de la pensée, l'œil de l'esprit, qui a la possibilité de discerner la réalité non physique d'une personne. Et cette capacité de perception est basée sur connaissance, études, pratiques. Et petit à petit, le troisième œil commence à voir très clair. Il a beaucoup de pouvoir de discernement et sait qui il est et sait qui est la personne devant lui. Cet œil, c'est l'œil de l'esprit. Ce n'est pas un œil comme l'œil physique, mais c'est un aspect de la perception où on arrive à percevoir qui est la personne devant nous en tant que quel est cet esprit. On perçoit l'esprit et on perçoit non seulement les détails de l'esprit, c'est-à-dire que c'est formé de lumière, de qualité de base, d'amour, de pureté, de pouvoir spirituel, de paix et de félicité, qui sont les éléments, la quintessence d'un esprit, de n'importe quel esprit. Mais chaque esprit est individuel. Et l'individualité de l'esprit se fait percevoir à travers le corps, à travers les vibrations, à travers les actions, les paroles, les pensées, les réactions, toutes sortes de façons de faire, parce que toute action est faite par cette entité spirituelle qu'on appelle l'âme à travers le corps physique. Mais en même temps, chaque personne, même si la personne a aucune connaissance de tout ce qui peut être raffinement de la conscience, mais tout le monde a l'intuition, un instinct où la personne perçoit les aspects plus subtils, mais en général, les gens comme ça n'ont pas les détails de l'âme pour pouvoir réfléchir sur qu'est-ce que c'est et développer la conscience et raffiner la conscience à un haut niveau. Et c'est pourquoi
qu'il est important d'avoir l'étude. Mais étudier, ça veut dire aussi réfléchir, contempler, expérimenter et tout ça. C'est-à-dire, en même temps, il faut pratiquer la méditation. C'est quoi exactement la méditation et comment est-ce que la méditation nous aide à faire la transposition, la transition dans notre transformation, dans notre conscience de l'aspect grossier à l'aspect raffiné. La méditation a plusieurs aspects, mais en simplifiant la chose, la méditation se fait à travers 2 étapes. Première étape, c'est de prendre conscience de soi-même et prendre conscience que le soi, c'est l'âme, c'est l'esprit, c'est invisible, c'est immortel, c'est fait de lumière et ça a la capacité de penser, d'expérimenter les émotions, la peine et le plaisir, tout ce qu'on ressent à l'intérieur de soi. Ce n'est pas dans le cerveau, c'est à travers le cerveau sans doute, mais tout ce qui se passe, ça se passe à l'intérieur de l'esprit. Et les mémoires, ça reste à l'intérieur de l'esprit. Et l'esprit a l'aspect en même temps conscient et puis aussi le sous-conscient. C'est très subtil, c'est très complexe. On peut le voir d'une manière simple et aussi d'une manière complexe, dépendant de la personne. Mais surtout, c'est très subtil. Pour faire une comparaison entre la conscience grossière et la conscience raffinée, on peut voir notre préoccupation avec la différence entre le négatif et le positif. Pour la personne en conscience grossière, tout ce qui est perçu comme négatif, on pense que c'est une chose mauvaise, il faut l'éviter, ou si on le voit, il faut le punir, il faut enlever toute négativité du soi et devenir complètement positif. Et on attend des autres qu'ils soient positifs envers nous et on évite la négativité en général. Tandis que la conscience raffinée est plutôt neutre envers ce qui est positif et négatif. La conscience raffinée voit que si une personne fait ou ressentit quelque chose de négatif, ce n'est pas parce que la personne est négative, mais c'est parce que la personne est spirituellement un peu faible et affectée par ce qui est négatif ou n'arrive pas à gérer ses émotions. Tandis que la personne avec la conscience raffinée sait bien gérer toutes les émotions. La personne à la conscience raffinée peut ressentir tout ce qui est extrêmement noir ou extrêmement lumineux sans en être affecté d'une manière où on est envahi par ses émotions. La personne de conscience raffinée a beaucoup de
pouvoir spirituel. Et le pouvoir spirituel, la preuve du pouvoir spirituel, c'est que la personne sait bien gérer tout le spectrum d'émotions et n'est pas, ne se trouve pas troublé par certaines émotions. On est plutôt neutre envers tout ce qui est plaisant, déplaisant. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de sentiments, mais que les sentiments deviennent eux-mêmes beaucoup plus raffinés. Dans le monde, il y a le problème de la souffrance humaine. Et le but de raffinement de la spiritualité, raffinement de la conscience, c'est d'acquérir tant de pouvoir spirituel afin de pouvoir soulager la souffrance humaine à travers le pouvoir de l'esprit ou le pouvoir mental. Pour développer ce raffinement, cette capacité de soulager la souffrance humaine, la personne elle-même doit être neutre envers ce qui est perçu comme positif ou négatif. Ça veut dire que la personne a la capacité de tolérer la douleur, de tolérer tout sentiment qui peut être très négatif. Par exemple, si la personne est trahie par quelqu'un, normalement, une personne n'aime pas et trouve ça difficile à gérer. Quand la personne s'est développée spirituellement et il y a une situation dans la vie où la personne est trahie, alors la personne ne le prend pas comme une chose négative. La personne voit ce qui se passe et ne prend pas de peine, comprend qu'est-ce qui se passe, traverse la situation et arrive à l'autre côté de la situation sans qu'elle se sente quelque chose de négatif. C'est comme si il y a une pièce de théâtre ou un film qui déroule. On est acteur et on joue le rôle pleinement, mais à l'intérieur du soi, on n'est pas atteint, on n'est pas perdu par les situations qui peuvent être très aiguës, très fortes, très difficiles à gérer. Donc, le raffinement de la conscience consiste en se développant afin d'être neutre et en même temps pouvoir ressentir ce que ressentent les autres et avec son pouvoir de spiritualité, soulager la souffrance des gens qui n'ont pas le pouvoir de gérer les choses, les difficultés, les peines et les douleurs qu'ils doivent traverser. Les gens qui pratiquent la spiritualité, la méditation, font quoi exactement? Une chose, c'est développer le pouvoir de concentration. Très souvent, les gens n'arrivent pas à rester concentrés, n'arrivent pas à garder
leur focalisation sur la chose qu'ils veulent, sur laquelle ils veulent concentrer. Mais la pratique de la méditation, c'est une concentration très, très subtile, concentrée sur le point de lumière non physique qu'est l'âme elle-même, et aussi concentrée dans cet état intériorisé sur le point de lumière qu'est l'âme suprême qui est au-delà de cette terre. Cette concentration est très subtile, et pourquoi se concentrer de cette manière? C'est parce qu'on voudrait recevoir à l'intérieur de son âme le pouvoir spirituel qui réside à l'intérieur de cette âme suprême qu'on pourrait appeler Dieu, le Tout-Puissant, la source, l'énergie universelle. Il y a beaucoup de noms pour cela. Et la personne qui doit raffiner sa conscience doit concentrer dans un état de conscience d'âme, concentrer sur ce point de lumière de l'âme suprême et garder cette concentration jusqu'à ce que l'énergie passe et comme un courant d'électricité entre à l'intérieur du soi. Et pour cela, il faut pratiquer beaucoup et pendant longtemps. Je ne parle pas de minutes ni d'heures, ça aussi, mais c'est aussi quelque chose qu'on pratique tous les jours, un peu plus, encore un peu plus, pour que cette capacité de concentration soit de plus en plus développée, de plus en plus aiguë, de plus en plus subtile. Parce que c'est une question d'accumulation de pouvoir spirituel tout en accumulant de l'expérience de la vie, tout en étudiant, tout en prenant garde de la mesure dans laquelle on vit selon la chose qu'on comprend. Parce que c'est très facile de parler de ces choses-là, mais c'est pas tellement facile de les pratiquer. Le raffinement de l'âme devrait être senti par une autre personne. Si une âme est vraiment raffinée, la conscience est raffinée, alors des ondes d'énergie spirituelle se dégagent de cette personne et les autres personnes ressentent qu'il y a quelque chose dans cette personne, il y a quelques vibrations, quelques ondes qui sortent de cette personne et on ressent quelque chose. On voit à travers son activité, on écoute ses paroles et on peut voir si cette personne est motivée par un raffinement d'esprit ou si cette personne est grossière et qu'elle n'arrive pas à vivre de la chose qu'elle comprend. Alors, le raffinement de l'âme, c'est un processus qui se passe petit à petit durant la vie. C'est une chose qu'on fait pendant toute sa vie. Il n'importe à quel moment on commence la pratique, mais on continue la pratique jusqu'à la fin de sa vie,
parce qu'il y a toujours des possibilités d'augmenter et d'augmenter ce raffinement et que la subtilité de la conscience devienne de plus en plus subtile. Le raffinement de la conscience est aussi un aspect de purification de l'âme, de l'être. La purification de l'âme comprend aussi une sorte de purge. Il y a des toxins à l'intérieur de l'âme, des toxins qui sont arrivés à travers ce qu'on pourrait dire en parlant religieusement des péchés, en parlant spirituellement, on dirait des karmas négatifs, des karmas qu'on a fait dans un état d'oubli du soi. Et les karmas, c'est-à-dire les actions, les paroles, les pensées, qui sont à l'opposé de l'état originel de l'âme. L'état originel de l'âme, c'est ces qualités de paix, d'amour, de pouvoir, de félicité, de bonté, d'intelligence. Mais si on agit contre ces qualités, alors on entre dans un compte karmique négatif, une sorte de dette. Et l'énergie de l'âme disparaît, se réduit. Et l'âme n'a plus, de plus en plus, n'a plus le pouvoir d'agir selon qu'est-ce qu'elle est vraiment à l'intérieur d'elle. L'âme est éternelle. L'âme est dans un corps qui ne dure pas très longtemps. C'est-à-dire, avec l'étude de la spiritualité, la pratique de la méditation et l'effort de raffinement de la conscience, c'est dans le contexte de l'idée de la réincarnation. Parce que l'âme, qu'est-ce qu'elle fait pendant toute l'éternité? Beaucoup de choses. Pendant cette vie, l'âme est dans un état plus ou moins affaibli, mais ce n'était pas toujours comme ça. Quand l'âme arrive sur Terre d'une dimension de lumière, elle arrive dans un état de plénitude et avec tout son pouvoir. Mais petit à petit, en passant par plusieurs vies, l'effet du temps, l'effet du karma négatif enlève de plus en plus l'énergie de l'âme et l'âme devient de moins en moins raffinée, de moins en moins subtile, de plus en plus grossier et elle perd son énergie jusqu'à un point où elle est presque complètement affaiblie. Et à ce moment-là, il s'éveille à l'intérieur de l'âme le désir de se raffiner, le désir de se comprendre, le désir de savoir pourquoi les choses marchent si mal. Et c'est ce désir de raffinement qui pousse la personne à chercher, à étudier et la personne n'arrête pas avant qu'elle ait trouvé un moyen de se développer, de se raffiner et surtout d'augmenter son niveau de pouvoir spirituel. Cette période de recherche est différente pour chaque personne.
et la façon dont on cherche la chose, c'est tout à fait individuel. Quand la personne trouve les moyens d'être en contact avec le soi, voyant que le soi, c'est l'âme, et quand la personne commence à expérimenter que, effectivement, je deviens plus subtil, moins grossier, que je commence à développer mon pouvoir spirituel, alors elle continue et continue. Mais il y a aussi beaucoup d'obstacles. Le raffinement de l'âme est aussi presque comme une activité de transformation chimique, tout comme le pétrole est transformé et raffiné et devient de l'essence. En même temps, c'est à travers le feu. Et l'âme qui veut se raffiner doit aussi se raffiner à travers un autre type de feu. Ce feu, ça peut être aussi appelé la passion. Et la passion, c'est deux choses. Une chose, c'est la souffrance. L'autre chose, c'est l'amour. L'amour et la souffrance. C'est quoi? Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? L'amour, c'est l'amour pour soi-même. L'amour pour la source spirituelle à travers laquelle on réacquérit le pouvoir, la pureté qu'on avait perdue. Donc on a beaucoup d'amour pour cette source, l'amour pour le logos. Quand la personne n'a pas d'amour propre, quand la personne ne s'aime pas vraiment de son cœur, elle ne peut pas faire le travail de raffinement qui est nécessaire. Alors, tout d'abord, il faut voir, est-ce que vraiment je m'aime? Est-ce que vraiment j'ai de la valeur pour moi-même jusqu'à ce que je fasse ce qu'il est nécessaire pour que je devienne la personne que je suis à l'origine, que je suis à l'intérieur. Et pour ça, il faut aussi traverser une sorte de souffrance. Je parlais tout à l'heure de purger. La souffrance humaine, c'est l'effet de karma négatif, les conséquences des karmas négatifs, et nous ressentons la souffrance quand nous sommes face à des situations négatives. Nous perdons des choses, nous avons des peines émotionnelles, des peines physiques, des maladies, des difficultés. Tout ça, ça fait notre souffrance. Nous n'avons pas de sécurité, nous n'avons pas suffisamment d'argent, de toutes sortes de choses qui pourraient nous rendre heureux, mais à la base, c'est une sorte de souffrance qu'il faut traverser pour neutraliser cette négativité, les conséquences négatives de notre karma fait dans cette ignorance. Si on savait, on ne l'aurait pas fait, mais on était dans un état ignorant qui était nécessaire. Parce que pour arriver à l'état de raffinement, de spiritualité, il faut descendre et arriver à un état de grossièreté
de faiblesse morale, de faiblesse émotionnelle, parce que le voyage depuis le fond de l'abîme où l'humain peut tomber, le voyage de là-bas jusqu'à le sommet d'acquérir cet raffinement si recherché, si chéri, si aimé. Ce voyage, c'est le voyage de l'héros. Et nous sommes en quelque sorte des héros. Et nous sommes sur le voyage où nous arrivons à ce raffinement petit à petit. Nous dépassons les obstacles, nous dépassons notre arrogance, nous étudions et petit à petit, on arrive là où on doit arriver. Ok, je vais arrêter là parce que on avait parlé avec Christophe qu'il y aurait peut-être des questions que je pourrais adresser. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre sur le chat. Et je m'excuse que mon français est beaucoup moins bon que mon anglais et j'aurais pu vous expliquer des choses peut-être mieux, mais voilà, tout le monde a ses limitations. Mais avant de voir les questions, je voudrais bien qu'on fasse 1 ou 2 minutes de silence pour réfléchir un peu sur qu'est-ce que c'est que le raffinement de la conscience et dans quelle mesure est-ce que moi, la personne, l'esprit, l'âme, dans ce corps, voudrait être raffiné. Om Shanti. Oui, normalement, vous devriez m'entendre. Très bien. Merci beaucoup, Denise, pour cette intervention qui nous a bien éclairé sur le voyage de l'âme. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Voilà, vous êtes 76 ce soir. Et donc, je ferai en sorte de collecter les questions, les poser à Denise, qui n'y a peut-être pas accès. Et voilà, n'hésitez pas, puisqu'on a encore un peu de temps, jusqu'à 6h15, 6h20, sachant que la méditation commencera à 18h30. Et si vous utilisez le chat, vérifiez bien que vous avez l'option « Envoyer à tout le monde ». Pour que Après, il faut savoir qu'il y a un petit décalage de temps. Il n'y a pas de questions. Ouais, je vois pas de questions pour l'instant, pas de commentaires. Et Christophe, tu auras des questions, toi? Ah, apparemment, il y a des questions qui arrivent par d'autres sources. D'accord. Alors, il y a une question qui va arriver. Ouais. Alors, une question qui est de développer un peu plus sur l'interaction entre conscient et subconscient. Voilà. Okay. L'interaction entre conscient et subconscient. Ok,
Et je pourrais dire que le subconscient, c'est là où résident les actions négatives qui sont... on n'est pas conscient de qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce que c'est, ou comment ça marche, mais le sous-conscient influence la manière dont on perçoit la vie et ce qu'on appelle sanskara. Je crois que tout le monde est plus ou moins BK. Ils savent qu'est-ce que c'est les sanskaras. Alors, les sanskaras arrivent du sous-conscient parce que les sanskaras sont développés au fur et à mesure qu'on traverse différentes vies. Et c'est surtout les traumatismes, les souffrances, les difficultés, le fait d'avoir accepté la négativité, ça reste dans le sous-conscient et ça nous pousse à nos réactions et nos actions en dépit de tout ce qu'on connaît, de tout ce qu'on sait. Alors, il y a une sorte de bataille qui se passe. Et ce qui est important pour la personne qui veut se développer spirituellement, c'est d'avoir l'accès au sous-conscient. Et nous avons accès à travers la méditation de très tôt le matin. Nous avons une pratique qui s'appelle Amrit Vela, où on fait la méditation à partir de 2, 3, 4 heures du matin. Et à ce moment-là, la personne consciente est très proche au sous-conscient et arrive à percevoir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans le sous-conscient. Et c'est très important pour nettoyer le sous-conscient, si on peut dire. L'autre accès au sous-conscient, c'est dans les rêves. Parce que le sous-conscient voudrait communiquer avec le conscient. Parce qu'on a besoin d'être en contact avec le sous-conscient pour comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous et quels sont on peut dire les monstres qui existent à l'intérieur de nous et qui agissent dans notre vie pour saboter notre vie. Alors, connaître le sous-conscient, avoir accès au sous-conscient, c'est important. Quand on fait beaucoup de méditation, on arrive à dégager un petit peu les choses qui sont logées, collées, bloquées dans le sous-conscient. Et il y a aussi une sorte d'éruption, c'est-à-dire ce que j'avais dit de purge, l'éruption de tout ce qui était très, très profondément refoulé ou enfoncé à l'intérieur de nous, mais qui est toxique, et il faut que cette chose sorte. J'espère que j'ai clarifié un petit peu. Ok, merci beaucoup Denise. En fait, il y a beaucoup plus de questions qui sont arrivées beaucoup plus tôt, donc on les découvre. Alors une autre question, peut-on se raffiner dans un lieu où on a toujours vécu en conscience grossière? Donc l'influence d'un lieu, ou des lieux, on a toujours vécu en conscience grossière. Est-ce que c'est facile de se raffiner? Comment peut-on faire? Je pense que le lieu a certainement un effet, mais je pense que l'étude, la pratique, le développement du soi est toujours plus important comme influence que le lieu. Il est possible que l'esprit
fait des associations à cause du lieu, mais l'esprit qui se raffine arrive à dépasser tout ça et à en devenir neutre. Parce que pour la personne qui se raffine, finalement, on devient très neutre devant ce qu'on, soi-disant, le bien et le mal. Et les endroits sont finalement neutres. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces endroits? Ce sont des mémoires. Et nous avons peut-être notre attitude devant ces mémoires, c'est pas tellement neutre, mais c'est bon de devenir neutre et de se dire c'est ok, tout ce que c'était, c'est très bien. Et maintenant, le reste de ma vie commence dès maintenant. Et je vais dans une autre direction, mais je peux pas tourner le dos envers le passé. Il faut que je l'intègre à l'intérieur de moi-même, parce que le raffinement, c'est aussi une intégration du tout, du grand tout, et transcendre les choses qui pourraient peut-être nous limiter autrefois, mais maintenant c'est ok, c'est bon, c'est neutre, on est ok avec tout. Un peu comme ça. Ok, alors une autre question de Jean-Louis ou de Christine plus précisément. De quelle façon t'y prends-tu pour avancer dans le raffinement? Est-ce que tu as une méthode personnelle? Quelle est ta charte? Je crois que, enfin, ma vie personnelle, il y a des périodes de temps où je revois ma vie complètement et je fais une sorte de, how do you say, j'ai presque, parce que je suis en Allemagne et je parle allemand, mon français est moins développé. Je fais une sorte de, how do you say, en anglais, comment tu dirais? Même l'anglais, you figure out where you are. Vraiment, il faut voir où est-ce que j'en suis et vraiment se voir à fond où est-ce que je suis pour être très très honnête avec le soi, parce que on voudrait bien que le raffinement se passe de plus en plus rapidement et que ça se passe bien, mais en vérité c'est pas si clair que ça et nos standards changent. Peut-être qu'il y a 20 ans, mon idée de raffinement était quelque chose, mais maintenant, c'est devenu beaucoup plus raffiné. Donc, la façon avec laquelle je me regarde, c'est avec beaucoup plus de finesse, c'est beaucoup plus précis. Et alors, je travaille sur moi-même d'une manière beaucoup plus profonde qu'autrefois. Alors, je pense que de temps en temps, je fais ça et je vois qu'il y a beaucoup de grands changements en moi tous les 20 ans. Parce que ça fait plus de 46, 47 ans et tous les 10 ans, tous les 20 ans, tous les 7 ans, enfin, il y a des périodes comme ça de plusieurs années où je vois profondément en moi, où j'ai une situation différente, mon rôle devient différent, les choses qui sont importantes deviennent différentes. Il y a toujours un développement qui se passe. Je ne reste pas contente à un seul niveau. Quand je suis arrivée à un niveau où on peut être content, je me dis ok, c'est bon, mais il faut aller encore plus loin. Et à ce moment-là, tout ce qui paraissait tout à fait ok, soudain, ça ne paraît plus tellement ok,
j'y vais dans beaucoup plus de raffinement. Et ça m'arrive toujours comme ça. D'accord, merci beaucoup. Encore quelques questions. On va voir aussi, on est déjà à 18h15 et je pense que on voulait peut-être juste une ou deux questions et puis on arrête un petit peu avant le début de la méditation. Est-ce que c'est bon? Tout à fait, voilà, on se lève jusqu'à 6h20 maximum. Hein. Okay. Une question de Didier, comment accepter et accueillir son propre non-raffinement? Comment être neutre par rapport à cela? Eh bien, est-ce que je m'aime? Parce que si je m'aime et je vois mon non-raffinement, alors je me mettrai à me raffiner parce que je m'aime. Je ne vais pas me dire, oh, self, tu n'es pas raffiné, c'est pas bon, je me punis. Non, ça c'est le système de moralité toxique conventionnel que je n'aime pas tellement et j'en ai beaucoup parlé de ça. Non, je m'aime. La chose la plus importante et la plus belle, c'est que moi je suis moi. Et si je vois un aspect où je ne suis pas raffiné, alors je me mets à me raffiner parce que je m'aime. Ça, c'est l'amour propre. Très bien, effectivement, c'est une question d'amour propre. Et donc, dernière question de Jean-Pierre. Quelle attitude faut-il adopter face à un climat social qui se dégrade? Est-ce qu'il faut rester observateur hors de portée, détaché ou alors s'engager dans l'action? Aujourd'hui, il y avait une transmission de Murli de Bapdada et il avait dit qu'il faut agir avec le pouvoir de l'esprit. Il faut servir le monde, il faut agir. On ne peut pas rester complètement détaché, mais le raffinement de l'âme nous permet d'agir d'une manière très subtile et servir avec la pensée, servir avec le mental. Ça veut dire, parce que si on agit physiquement, c'est très grossier, c'est pour les gens de conscience grossière. Mais si on veut être raffiné, ça veut dire qu'il faut agir sur le plan spirituel dans la dimension du mental, avec les pensées. Et pour ça, il faut avoir le cœur pur, être bien connecté avec l'âme suprême et laisser passer les ondes d'énergie positive qui a la possibilité de raffiner le climat social, les conditions. Mais comme dans l'individu, il y a une purge de tout ce qui est négatif qui sort. De même, dans la société, dans l'environnement social, il y a une purge, il y a énormément de négativité qui sort. Mais c'est important parce que quand toute cette négativité sort, il reste l'âme pure. Et notre pouvoir de méditation doit augmenter cette chose afin de faire sortir toute cette toxicité des âmes qui ne peuvent pas le faire pour eux-mêmes. Donc c'est de l'action, mais c'est pas de l'action sur le plan physique, mais c'est de l'action. Et il faut être très conscient et comprendre la responsabilité qu'on a avec son pouvoir de pensée, de sentiment, de bons souhaits. Tout ça, c'est notre tâche. Parce que nous savons des choses que les autres ne savent pas. Merci beaucoup, Denise. C'était très intéressant. Justement, on va passer à l'action maintenant et envoyer des bonnes pensées justement pour la planète.
Donc ça va être plus précisément à 6h30. Là, on peut faire une pause de 10 minutes avant cette méditation. Voilà, je peux vous mettre une petite vidéo et puis Denise va rester avec nous pour un léger commentaire au début et puis ensuite vous aurez de toute façon un support pour méditer avec de la musique et une vidéo, des diapos. Voilà. Merci beaucoup et puis très bonne méditation. Merci Denise encore une fois.